Est-ce que c'est bon? Voilà, et du coup, j'en profite pour juste signaler, finalement, je suis de retour pour vous dire simplement que l'enregistrement est relancé pour les pitchs d'entreprise. Donc, les pitchs d'entreprise seront enregistrés. Cette fois, je vous laisse pour de bon. Bonne fin de journée à vous, à bientôt. Merci Guillaume. Donc, les conditions de réalisation des pitchs, donc, comme vous le savez, vous avez 5 minutes pour réaliser votre pitch, ni plus ni moins. On vous préviendra au bout de 4 minutes, comme quoi il vous reste 1 minute pour terminer. Et l'idée, c'est voilà, d'être percutant dans vos présentations. Bon courage à tous. On va commencer par la société Nénuphar. Je vais donner la main à Aurore Toudic. Ok, bonjour à tous. Je suis Aurore Toudic, je suis commerciale pour la société Nénuphar en Bretagne. Je suis ravie d'ouvrir cette session de présentation d'entreprise. Donc, Nénuphar est à la base une start-up dédiée aux énergies non renouvelables en élevage. Et nous proposons un système innovant de méthanisation qui repose sur une couverture de fosse flottante donc à la surface des lisiers ou digestats. Donc c'est une couverture récupératrice de biogaz qu'on appelle le nénuphar et elle est adaptable sur les ouvrages de stockage existants. Alors l'entreprise en quelques mots, Nénuphar a été fondée il y a maintenant 10 ans. Elle comprend 3 sites. On a le siège qui est en Seine-Saint-Denis et nous avons 2 ateliers donc dans les Côtes-d'Armor et en Eure-et-Loir. Alors, on compte 20 personnes aujourd'hui qui sont spécialisées dans les domaines de la tuyauterie, soudure, inox, textile, technique, automatisme, etc. Ce qui nous permet en fait de concevoir, de maîtriser en fait la conception et l'installation de nos équipements. Voilà, nous avons nos ingénieurs agronomes aussi qui dimensionnent les projets. Cela nous permet de proposer une solution made in France. Et aujourd'hui, la couverture est supportée par 2 brevets. On peut passer à la diapo suivante. Merci. Alors, Nénuphar est né du constat fait par l'INRAE que sur les 70 000 fosses de stockage d'effluents qui composent le paysage rural français, chaque année, c'est l'équivalent de 13,7 millions de tonnes équivalent CO2 qui partent dans l'atmosphère, soit 1% des émissions de gaz à effet de serre, tout secteur confondu. Il faut donc capter et valoriser cette énergie gaspillée. L'enjeu étant environnemental que économique. Et pour cela, l'entreprise a créé donc une couverture flottante étanche à l'eau et au gaz. La couverture présente les mêmes avantages qu'une couverture de fosse classique. Pas de stockage d'eau de pluie, réduction des émissions d'ammoniac et d'odeur. Et puis, la particularité, c'est la capacité de la couverture à capter, à piéger les gaz émis lors de la dégradation des matières organiques présentes dans la fosse. Donc, c'est de la méthanisation passive, psychrophile, à température ambiante. La couverture est faite sur mesure, donc on peut le voir un peu sur la photo. Elle est dimensionnée légèrement plus petite que l'intérieur de la fosse. Un espace est donc conservé pour laisser passer les tuyaux de transfert de lisier, de digestat, laisser passer les mâts de support, de brasseur ou de pompe. La couverture est lestée, donc elle plonge dans le liquide, ce qui permet d'assurer l'étanchéité et donc de piéger les gaz qui vont être produits par la fosse. On a une soupape naturelle de sécurité. Si le gaz n'était pas valorisé, le gaz s'échapperait sur les côtés de la couverture et repartirait dans l'air comme il le faisait précédemment. Voilà, un brassage peut être nécessaire pour éviter la formation de croûte qui pourrait nuire au système. Cette configuration, en tout cas, évite le contact direct entre le biogaz et le béton de la fosse. Donc, l'avantage, c'est qu'il n'est pas nécessaire de protéger les bétons avec un liner ou une résine, puisqu'on n'a pas de contact direct qui entraînerait la dégradation du béton. Donc ça rend la solution facilement adaptable sur l'existant pour un coût limité. Il nous faut 2 semaines de travail sur site et puis la couverture en elle-même peut être posée en équivalent d'une journée. On peut finir avec la 3e diapo. Merci. Donc aujourd'hui, nous comptons 80 installations en France. Une majorité de nos installations servent en fait pour de la production d'eau chaude sur des élevages porcins de votre boucherie ou éventuellement des élevages laitiers qui auraient des besoins de chaleur pour pasteuriser du lait, par exemple, s'il y a de la transformation à la ferme. Donc sur ce type d'installation, c'est entre 30 et 200 mètres cubes de biogaz qui peuvent être valorisés chaque jour en fonction des besoins de l'exploitation.
Donc, production à partir des fosses non chauffées, je le rappelle. Nous avons un bon tiers de nos nénuphars qui sont servis sur des fosses de stockage digesta de méthanisation. Et nous avons travaillé avec de nombreux constructeurs jusque-là. Le biogaz, dans ces conditions, est envoyé directement dans le ciel gazeux du digesteur mésophile. Et en fait, en fonction de la configuration de l'unité en amont, on va avoir une production qui est variable, mais aujourd'hui, on est entre 80 et 350 mètres cubes de biogaz qu'on peut encore récupérer par jour sur ces ouvrages de stockage de digestat, brut ou filtré. Voilà, c'est vraiment en fonction de l'unité qui est en amont. Et donc, dans ces conditions, on peut avoir une rentabilité de la couverture et du système de transfert en 2 à 3 ans. Voilà, et donc si vous êtes curieux, vous pouvez prendre 5 minutes pour découvrir 3 de nos éleveurs qui témoignent sur YouTube. Ils expliquent comment ils ont transformé leur fosse de stockage en digesteur psychrophile à moindre coût, avec un système simple d'utilisation, en tout cas par rapport au reste d'équipements que peut composer une unité de méthanisation. La couverture reste simple d'utilisation avec des frais de fonctionnement réduits. Voilà. Donc, en tout cas, ces éleveurs vous présentent très bien le procédé. Et nos coordonnées, vous pouvez les retrouver sur notre site internet nénuphar.fr. Voilà, je vous remercie. Merci Aurore. Alors, on va accueillir maintenant Stéphane Gillet de la société Terre Green. Je vous laisse la main, Stéphane. Merci Céline. Bonjour à tous. Donc, Stéphane Gillet, je suis développeur pour la société Terre Green. La diapo d'après, du coup. Pardon. Terre Green, c'est un accélérateur de projets de biométhane sur l'ensemble des territoires. On est une plateforme de co-développement et de co-investissement. C'est une entreprise qui fait partie du groupe Keon. Keon qui a aussi dans son giron Naskeo qui est le constructeur et Sycomore qui fait l'exploitation maintenance des sites. Et donc Terre Green qui est développeur et investisseur dans les sites et qui travaille indépendamment du groupe, des autres entreprises du groupe. Ce qui veut dire qu'on peut aussi accompagner des projets qui ne sont pas avec le constructeur Naskeo. On a plusieurs sites dans lesquels on est partenaire. On a 13 sites aujourd'hui en partenariat qui sont répartis sur un peu toute la France. Différents sites, des sites qui sont de type céréalier et des sites qui sont avec beaucoup de base élevage. Et des sites également qui traitent du biodéchet avec des collectivités, avec des tables de capitalisation qui peuvent réunir plusieurs partenaires. Nous avons l'agilité pour réussir à faire converger différents acteurs du territoire autour d'un projet de méthanisation. Et on a 40 millions d'euros à investir d'ici 2025 dans 50 projets. Et on a aujourd'hui une trentaine de projets dans notre pipe pour les années à venir. On intervient pour la transition énergétique, pour la transition agronomique, le développement économique des territoires et l'économie circulaire. On a aujourd'hui 13 sites et on vient de signer une exclusivité sur un 14e site en Bretagne. On investit avec on a une charte d'investissement à respecter. On a dans les projets d'injection en biométhane avec des gisements majoritairement maîtrisés par les actionnaires. On apporte une expertise via Sycomore sur les contrats d'exploitation et maintenance. Par exemple, sur Dole, on va jusqu'à la gestion déléguée du site, puisqu'on a fait Dole avec une collectivité du Grand Dole et des agriculteurs. Donc, les agriculteurs sont majoritaires dans le capital. Et on est aux côtés du Grand Dole pour apporter les fonds propres au projet. Et c'est Sycomore qui fait la gestion du site. On participe donc au capital social, on apporte les comptes courants nécessaires au financement du projet. Et puis on a intérêt actionnaire cible, bien évidemment. On accompagne en structuration juridique l'ensemble des projets. On a des vrais experts sur cette partie-là. On a une structuration financière qui nous permet de faire des financements optimisés
Et on apporte donc les fonds propres, jusqu'à 100% des fonds propres nécessaires au développement d'un projet. On s'appuie sur plusieurs piliers pour développer nos projets de biométhane. On arrive parfois, quand on a identifié à peine un terrain, mais en tout cas, même une collectivité qui aurait un projet à développer, on peut chercher un terrain avec elle, discuter avec les agriculteurs pour obtenir du gisement, réussir à capter les biodéchets du territoire. On vérifie ces différents piliers et on dédie un interlocuteur unique sur le projet. On identifie rapidement les forces, faiblesses et les opportunités. Et donc, le développeur qui se met sur le projet développe le projet de A à Z. On peut intervenir donc sur les projets très en amont, comme sur des projets déjà en exploitation qui auraient des difficultés, sur lesquels on peut les accompagner sur un audit technique et remettre des fonds, si nécessaire, pour refaire tourner le site comme il faut. Stéphane, il vous reste 40 secondes. C'est vrai, ben, j'ai été trop efficace. Merci Stéphane. J'en profite pour préciser que les temps de questions-réponses seront à la fin des pitchs. Il restera 10 minutes, donc vous pourrez, on aura un petit temps pour quand même faire quelques échanges. Je vais appeler la société Siloxa France, Monsieur Helmès Duhaut. Bonjour. Bonjour. Bonjour, enchanté. Déjà, je remercie tout le monde pour cette merveilleuse journée. C'était très intéressant et enrichissant. Ouais, donc, merci pour l'opportunité de présenter Siloxa, qui est une entreprise qui a spécialisation dans l'opération du biogaz. Siloxa est producteur à la fois d'équipements et aussi du charbon actif. En fait, on a notre propre labo et on se charge d'étudier la meilleure solution selon le besoin des installations en termes de catalyseurs et charbon à la fois dopé, à la fois imprégné ou d'hydroxyde de fer. Merci. Je vais essayer. Voilà. On est sur le marché depuis 30 ans et depuis décembre 2020, en fait, ça fait bientôt demain, ou le jour après, on fait 1 an qu'on a ouvert la filiale en France. Et on a ouvert la filiale en France parce qu'on aime bien être à côté de nos clients pour 2 raisons. Un, évidemment, c'est l'écoute et la compréhension de la problématique quand il y en a, et s'assurer d'avoir un suivi rigoureux parce qu'on aime bien se considérer un partenaire de toutes les installations. Donc, on discute souvent avec des constructeurs à la fois pour tout ça que c'est équipement, mais on passe beaucoup de temps aussi sur les installations pour tout ça que c'est consommable ou s'il y a un besoin particulier de s'acheter un sécheur de gaz, par exemple, ou de trouver la meilleure solution possible pour réduire les coûts du charbon actif, des consommables en fait pour l'opération du biogaz. Merci beaucoup. Je m'invite. Voilà. Donc, je disais en termes d'équipement, on est constructeur de sécheurs de gaz, tours de lavage, filtres à charbon, qui évidemment, étant constructeur, on peut prévoir de faire à la demande du site ou du constructeur. Donc, on se trouve à la fois à produire des filtres à charbon qui tient 10-12 000 litres, à la fois des petits filtres pour 1000 litres pour des petites unités qui font la cogénération. Et la chose laquelle on est, la particularité, si vous voulez, de Siloxa, c'est qu'on est aussi en Allemagne exploitant de gaz. Et on aime bien produire le produit qu'on aime avoir sur notre propre installation. Donc, quand on pense en filtre à charbon, par exemple, on s'assure que pour l'opérateur qui doit changer le charbon, donc nous souvent, parce qu'on fait ça aussi, tout est prêt et tout est fait à mesure. Donc, plateforme, point de piquage, ouverture des vannes, tout est facile et tout est simple pour mieux pouvoir répondre aux besoins de l'installation. Donc, je disais, on filtre à charbon jusqu'à arriver à ce qu'on appelle des unités plug and play.
Donc, évidemment, ce sont des containers qui, à l'intérieur, ils ont filtre, sécheur de gaz, compresseur, tout ça qu'il faut, qu'on peut livrer et vient d'être installé pour fonctionner immédiatement. Et aussi, on répond souvent à des besoins très spécifiques. D'une trappe à Conesa, donc un séparateur de Conesa pour un site qui est en difficulté. Donc, on essaye vraiment d'être un bon partenaire. Merci beaucoup. Et je disais, le deuxième axe de laquelle on est plutôt fier, c'est le charbon actif. Donc, je disais avant, on a un labo, on fait l'analyse avant et après. Donc, on s'assure que le charbon qu'on produit et qui est livré correspond aux qualités et aux besoins des exploitants. Mais on fait aussi, par exemple, on offre aussi la possibilité de faire l'analyse du charbon une fois qu'on retire le charbon du site pour s'assurer que les conditions de travail du charbon ont été respectées et que donc le charbon a pu faire son boulot et récupérer le plus de polluants possible. Donc, quand on commence à travailler avec quelqu'un, on fait l'analyse des besoins, l'analyse qui passe évidemment pour analyse du gaz sur site, analyse du processus pour s'assurer que les conditions idéales, notamment l'humidité relative, la quantité d'oxygène dans le filtre, soit la température, la pression, donc tout ça soit respecté. On analyse le besoin du site et on fait une offre du charbon. À la fois, c'est du charbon imprégné, à la fois, c'est du charbon dopé. On aime bien faire la différence entre les deux quand on parle d'H2S et éventuellement d'hydroxyde de fer ou pas d'autre. Je suis désolé de vous interrompre, le temps est terminé. Je vous laisse conclure. Ouais, bon. Et on s'occupe évidemment aussi du changement du charbon et de l'élimination du charbon sur le site de Suez. Qu'est-ce qu'il faut? Voilà. Donc, je coupe, j'étais trop long, je suis italien. Merci beaucoup, au revoir. Merci, Agnès. Désolé. Hein. Alors, on va accueillir la société Utisa. Je demande à Anne-Isabelle Raoussa de nous rejoindre. Bonjour. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci aux organisateurs de nous accueillir. Donc, je suis Anne-Isabelle Rosa. Je suis en charge du développement de la société Utisa en Rhône-Alpes. Utisa, on est un cabinet conseil en performance industrielle. Donc, pour se rappeler de nous, c'est pas compliqué. On commence par un H, on finit par un A, qui est l'acronyme d'achat, qui est notre cœur de métier historique, les achats industriels. Et donc, on a 10 ans d'existence, 25 collaborateurs. Notre terrain de jeu, c'est toutes les entreprises, de la start-up au grand groupe, et dans tous les domaines d'activité, ce qui nous permet d'avoir une vision transverse des bonnes pratiques et puis de faire de l'innovation croisée. Donc, dans notre expertise, on a des méthodologies pour améliorer la compétitivité sur un petit peu toute la chaîne de valeur d'une entreprise, les achats, la supply chain, de la conception de produits et dont également la démarche Design to Value. C'est justement cette expertise que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, on peut passer à la slide 2, Céline, s'il vous plaît. Donc, pourquoi vous parler de la méthode d'optimisation des coûts de Design to Value dans une journée méthanisation? Parce que c'est une méthode qui a démontré son efficacité dans d'autres filières, comme l'automobile et l'aéronautique. Et c'est justement ce qui a amené le comité stratégique de filière des nouvelles sources d'énergie à nous confier depuis le mois de mars la mission d'informer et de former à la démarche Design to Value les différents acteurs de la filière méthanisation. Parce que on a besoin en ayant en ligne de mire le désengagement de l'État à l'horizon de 2030 et la nécessaire économie et réduction des coûts de production du biogaz de 30%, il faut qu'on arrive à trouver des méthodes qui permettent d'atteindre ces gains de productivité. La démarche Design to Value, c'est justement une méthodologie structurée et pragmatique qui permet d'atteindre des réductions de coûts de 30 à 50%. Donc, dans cette démarche, on va travailler à la fois sur les CAPEX, sur les frais d'investissement et sur les OPEX, sur tout ce qui est lié à la production en elle-même.
Et donc, l'atteinte de ces gains, c'est vraiment le fruit de la formation, d'un travail sur différents aspects, dont la formation et dont le délai d'exploitation, etc. Enfin, l'ensemble du projet. On peut passer à la slide suivante. Donc, le design to value chez Utisa, c'est une équation, en fait, qui va permettre de mettre en opposition la fonction et la performance sur les coûts. Donc, en fait, en face de chaque fonction, on va mettre un niveau de performance et un coût. C'est une méthode très structurée qui va raisonner valeur, qui va se dire comment est-ce que je remplis une fonction, avec quel niveau de performance. Et notre méthodologie, elle est très adaptée à l'ensemble des structures, même petites, même en y passant peu de temps. L'idée, c'est de savoir à quel niveau d'énergie on veut s'investir, pour quel résultat. On va revenir à la notion d'usage. Et donc, pour un scénario d'usage donné, on va optimiser les coûts et la valeur. Donc, quoi qu'il arrive, on va arriver à des améliorations de valeur. On joue sur le maintien des performances, la réduction des coûts, l'augmentation des performances, la réduction des coûts. En tout cas, ça, c'est tous les scénarios sur lesquels on peut atterrir en fin de projet design to value. Et on peut passer à la slide suivante. Et donc, en résumé, il vous reste 1 minute 20, Isabelle. Il vous reste 1 minute 20, pardon. D'accord, merci. On est cabinet conseil leader référent de la filière méthanisation par le travail qu'on a fait en formation justement avec la centaine de personnes qu'on a eues en webinaire. On a actuellement une dizaine de projets Design to Value en cours avec différents acteurs. Et on fait vraiment bénéficier nos clients de l'expertise acquise sur d'autres missions de design to value dans d'autres secteurs d'activité, que ce soit en achat de matériel, en dépenses CAPEX, en processus de fabrication. Et on optimise vraiment les pratiques de manière très opérationnelle. On va essayer de, on va dire, gérer ces usines à gaz en bon père de famille et bonne mère de famille en ayant en tête un budget. Donc, le projet de Design to Value s'applique vraiment à tous les acteurs de la méthanisation, de la filière, avec un niveau de performance associé. Alors, il vaut mieux, il se doit en général être ambitieux. Il rassemble une équipe pluridisciplinaire et il s'inscrit dans une dynamique impulsée pendant 3-4 mois sur un périmètre donné pour avoir un plan d'action objectivé. Donc, si vous aussi, vous posez des questions sur comment est-ce qu'on peut vous faire gagner de l'argent, écoutez, je vous invite à prendre un moment ensemble pour échanger sur votre projet et voir comment on peut vous accompagner. Voilà, à bientôt. Merci Anne-Isabelle. Merci. On va passer à la société H Consult. Je vais demander à Jean-Marc Ham de nous rejoindre. Donc, bonjour à tous. Donc, alors, Jean-Marc, effectivement. Et du coup, on va intervenir à deux pour changer un peu le rythme des pics. Donc, H Consult, c'est un petit cabinet de consultants spécialisé en accompagnement du changement, une orientation qui nous amène à faire beaucoup d'animation, de facilitation et de l'intermédiation. On intervient tout secteur avec une expérience en développement agricole et en milieu rural important. Alors, pourquoi on est là maintenant? Parce qu'on a été tout simplement interpellé par des porteurs de projets qui étaient en difficulté sur leur territoire. Et l'offre qu'on va rapidement présenter est dans la ligne de ce qui a été vu ce matin à la deuxième table ronde, d'accompagner le porteur de projet à conduire, à construire et à conduire finalement la démarche de dialogue, de partage et de concertation. Une démarche de concertation qui pour nous est d'autant plus nécessaire que le plus grand changement qui va avoir lieu, ce n'est pas la méta, c'est l'apparition de la première méthanisation dans les territoires, qui n'existe pas. On passe du 0 à 1, c'est une rupture. Et rupture veut dire un voyage dans l'inconnu. Juliette, pour la suite. Diapo 2, s'il vous plaît. Merci. L'objectif de notre démarche, c'est bien de faciliter l'acceptation sociale d'un projet avec une démarche qui est en 3 temps. Celle qui est importante, c'est quand même le 1 avant le 2, qui est la phase qui s'intéresse au porteur de projet, à l'idée même de son projet, à son exploitation et à sa place sur le territoire. Donc, on est bien en amont du dépôt de projet et l'objectif, il est d'accompagner le porteur de projet
d'évaluer avec lui et les premiers partenaires les risques liés à l'acceptabilité sociale, d'anticiper ces risques et de proposer une démarche de consultation citoyenne qui soit adaptée. On aborde dans la phase 2 le temps de parole avec les habitants sur la méthanisation pour parler du projet et le discuter ses ajustements et permettre d'aboutir à un projet qui soit bien partagé, accepté et compris. Alors, diapo 3, quelques mots d'approfondissement de la première phase, dont l'objectif est bien de démarrer sur des bonnes bases. Alors, j'ai rappelé quand même qu'on s'adresse prioritairement à des projets de méthanisation agricole de taille moyenne, plutôt inférieure à 200 normaux, et intégrés dans le territoire. Pour réussir, ce qui a été dit ce matin, très clairement, c'est qu'il faut commencer tôt et donc travailler avec le porteur de projet dès l'idée du projet. 2, travailler après avec les structures d'accompagnement dans une logique de faire quoi? D'identifier l'état d'esprit qu'il y a sur le territoire, d'identifier les points qui vont poser souci, d'identifier ce qui va être perçu, comment ça va être perçu, et ce qui pose souci aussi dans la perception, et d'identifier les marges de manœuvre. Alors, pour nous, c'est d'autant plus important de travailler, on vous propose de travailler avec le porteur de projet, qu'on n'est plus dans des projets de ferme, on est sur des projets de par leur taille, de territoire, d'impact plus grand. L'objectif de la phase, c'est tout simplement de construire en dialogue individuel et collectif, et aussi avec les leaders d'opinion, finalement la démarche de concertation qui va être mise en place. Démarche de concertation qui doit être sur mesure parce qu'elle doit être adaptée au projet, au territoire et aux acteurs. Juliette, pour la dernière. Il vous reste 1 minute 10, Juliette. Oui, donc la deuxième phase, c'est bien celle de la consultation avec les acteurs et les habitants tels qu'identifiés en amont. Ce n'est pas pour autant forcément une phase de réunion publique, c'est une consultation en 2 temps, un temps pour parler méthanisation et un temps pour parler du projet. Parler de méthanisation, c'est un temps vraiment d'apport de connaissances, de véritable pédagogie sur l'outil, le processus et un temps d'écoute consacré spécifiquement aux habitants. L'objectif, il est d'animer le dialogue pour acquérir une vision commune en ayant déminé les idées fausses, c'est important. Et c'est aussi un temps de prise de conscience de ce que représente l'enjeu des énergies renouvelables localement. Le deuxième temps, c'est celui où on s'autorise enfin à parler du projet avec les acteurs locaux et les partenaires techniques pour comprendre en quoi ils modifient le territoire, apporter des ajustements aux points qui sont soumis à concertation, site d'implantation, logique de circulation ou type d'intrant ou d'autres. Et c'est bien sur la base d'ajustements acceptables que le projet partagé pourra se dérouler en étant compris et accepté. Je vous remercie. Et on a même tenu le temps. Parfait, vous avez été parfait. Merci. Je vais laisser la place à l'entreprise Enerbioflex, Antoine Stub. Oui, bonjour. Ça marche, vous m'entendez? On n'a pas la caméra, il me semble. Si, c'est tout bon. On avait ça la a l'air caméra. d'être bon. C'est tout bon? Oui, c'est bon. C'est à vous. Donc, la société Enerbioflex, on est un bureau d'études qui est spécialisé en énergétique pour le monde agricole. On va pouvoir tout de suite repasser sur la slide suivante. Donc, pour se présenter, donc on est une start-up qui a été donc créée en 2016. Aujourd'hui, on a donc deux agences, une à Amiens, une à Nancy, et 2 agences qui vont s'ouvrir rapidement. Ah, c'est parti, mon slide. Ah, pardon, excusez-moi. C'est bon. Et 2 agences qui vont s'ouvrir, donc une à Bayonne et une à Dijon, dont je vais faire partie. Donc voilà, donc aujourd'hui, on est une dizaine de salariés avec des commerciaux, mais aussi des ingénieurs, une diversité d'ingénieurs pour répondre à une diversité de questions. Et on accompagne donc sur la France aujourd'hui 150 unités de méthanisation dans leur performance énergétique. Donc, on est aujourd'hui principalement présent sur la partie nord, donc avec les agences qui étaient ouvertes du côté d'Amiens et de Nancy,
Et là, on est sur le développement de la partie donc Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté et aussi la partie ouest de la France. Donc, voilà ce que je peux dire. Si on peut passer à la slide suivante. Merci. Donc, notre philosophie de travail, donc, elle se fait en fait en différentes étapes. Donc, la première étape, c'est de travailler d'abord sur la facture d'électricité en elle-même. Une facture d'électricité, c'est 3 grands points. Il y a la partie fourniture, la partie des TURP et la partie des taxes. Ces trois points-là sont des points qui sont optimisables. Donc, optimisable de différentes façons, hein. Sur la partie fourniture, je vais pouvoir y revenir où on propose donc des groupements d'achat d'énergie. C'est des choses qu'on fait donc déjà. On est en train d'en faire un là sur les Hauts-de-France où on accompagne 20 unités de méthanisation. On les met donc tous ensemble et on va chercher pour elles un prix d'achat d'électricité, donc avec derrière toute une stratégie de courtage à mettre en place. On accompagne donc aussi les unités de méta donc dans leurs optimisations sur la partie TURP et des optimisations aussi sur la partie des différentes taxes qui sont optimisables avec les différentes démarches administratives à faire derrière. Une fois qu'en fait on a un socle qui est optimisé donc de la facture d'électricité, la stratégie ça va être de diminuer la consommation en kilowattheure. Donc en fait ça va aller être auditer la partie méthanisation. Donc, ce qu'on appelle, nous, on fait des audits énergétiques où on va aller regarder, donc, au point de vue du process, regarder consommateur par consommateur la quantité d'énergie consommée, mais aussi la qualité des énergies, hein, parce qu'il ne faut quand même pas perdre, avoir ça toujours en tête qu'une unité de méthanisation, ça reste un process industriel. Et qui dit process industriel, dit quand même une grande quantité de moteurs qui vont entraîner des énergies réactives ou des problèmes aussi d'harmonique. C'est des choses qu'on a remarquées et ces problèmes de pollution de réseau pouvaient entraîner des surconsommations ou des problèmes de maintenance sur les unités de méthanisation et plein d'autres choses. Donc, en faisant ces audits-là, on s'est vraiment rendu compte qu'il y avait vraiment des problèmes de qualité de réseau sur les unités de méthanisation. Donc, voilà, et parallèlement à ça, on propose aussi donc, de faire tout ce qui est des études d'autoconsommation solaire pour encore aller produire de l'électricité sur place au lieu d'en acheter, hein, parce qu'on le sait aujourd'hui que l'électricité sur une unité de méthanisation, ça représente 30% des charges annuelles sur une unité de méthanisation à peu près, mais que le prix de l'électricité fait que d'augmenter tous les ans. Et ça va représenter quand même de plus en plus des soucis, hein, parce que quand on est sur des unités de méta en injection, avec des factures qui peuvent représenter plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois, et voilà, le fait d'augmenter de quelques centimes le prix du kilowatt, ça a vraiment des impacts derrière qui sont importants. Donc, et après, derrière, Antoine, il vous reste 30 secondes. Pas de souci. Donc voilà. Après, on propose donc aussi un système des formations pour les chambres d'agriculture. Donc, il y a les chambres d'agriculture qui nous contactent pour former de manière un peu plus globale. On peut passer à la dernière slide, hein, si vous voulez. Ouais, c'est bon. Former de manière un peu plus globale les unités de méthanisation. N'hésitez pas à nous contacter. On vient sur place sur les unités de méthanisation, faire un premier rendez-vous pour faire un premier diagnostic de l'unité. Donc, vous avez mes coordonnées sur le slide ci-dessous. Merci Antoine. Merci à vous. On va accueillir la société Socotec Environnement. Je vais laisser la parole à Aurélien Brotte. Bonjour à tous. Donc Socotec Environnement, c'est une filiale du groupe Socotec. Donc je pense que pas mal de gens nous connaissent. Socotec, on est l'un des plus gros bureaux de contrôle français et international. On est le leader dans la gestion des risques et du conseil technique. C'est 9000 collaborateurs, 5000 ingénieurs, 900 000 euros de chiffre d'affaires. Et on intervient principalement sur 4 BU et 4 secteurs d'activité qui sont l'environnement, la construction, les équipements et la formation. Donc, on peut passer à la slide d'après. Dans le cadre de vos projets de méthanisation, ce qu'on vous propose, c'est d'intervenir du début à la fin de par les 4 business units qui existent. Donc l'environnement, comme j'ai déjà dit, avec des référents régionaux, la construction, les équipements et la formation.
De par notre implantation géographique, j'ai mis un exemple de la région Rhône-Alpes où on se situe à moins d'1 heure de chaque client pour pouvoir intervenir sur tous les différents projets. J'ai mis certains de nos clients qui sont Scara, Prodéval, Saint-Étienne Métropole, Quimper, agglomération et tout ça. Donc, pour la slide d'après, pour vous montrer un petit peu à quel niveau on intervient, en gros, comme je disais au début, on intervient un petit peu sur tout votre projet. C'est-à-dire que dès le départ, on peut réaliser les études environnementales avant travaux, genre pollution des sols, mesure du radon dans les sols avant de faire éventuellement des terrassements. Donc ça, ce sera fait par la filiale Socotec Environnement. Ensuite, au niveau ICPE, on peut réaliser tout ce qui est vos déclarations, demande d'enregistrement et autorisation, études d'impact, études de danger, qui sont également faits par Socotec Environnement. Du moment que tout ça est lancé, il y a pas mal d'études à réaliser aussi pour que le projet se concrétise correctement. Tout ce qui est mesure de bruit, état initial, donc vérifier le bruit qu'il y aura avant et après travaux, les études faune-flore, les modélisations d'accidents, les zonages ATEX, les mesures de concentration d'odeur qui sont de plus en plus demandées pour vérifier l'impact qu'aura la méthanisation une fois construite. Ça, c'est également Socotec Environnement qui intervient. Du moment que le projet est quasiment ficelé, il y a les études techniques foudre, études risque foudre qui seront réalisées par Socotec Équipement, qui est notre filiale. Du moment que le chantier est lancé, il y a toute la phase de construction à vérifier, c'est-à-dire vérifier la stabilité du béton, des structures. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la mission de contrôle technique. Donc ça, c'est fait sur quasiment toutes les usines de méthanisation, pardon. Et ensuite, la prévention des risques chantiers. Donc ça, c'est vérifier que le chantier se déroule en toute sécurité et qu'il n'y ait pas de problème sur les gens qui travaillent tout le long du chantier. On peut passer à la slide d'après. Et donc, du moment que tout ça est construit, on vérifie que tout est bon. Donc, il y a les vérifications initiales et périodiques réglementaires électricité, donc le Q18 et le Q19, qui sont généralement demandés par vos assureurs. Et ensuite, du moment qu'on est en exploitation, il y a tous les contrôles périodiques de mise en service et contrôle quinquennal pour les ICPE, donc, qui sont classés 27, 80 et 29, 10. Les mesures de bruit, donc on vérifie que l'état initial qu'on a fait au début et que maintenant que la méthanisation est en place, on ne fasse pas plus de bruit après qu'avant. Les mêmes mesures seront faites au niveau des concentrations d'odeur. On peut également vérifier la qualité du biogaz produit, les désodorisations et tout ça. Donc, en gros, durant tout le cycle de la vie de leurs installations, les porteurs de projets profitent de l'expertise des équipes de Socotec pour prévenir ensemble les aléas inhérents aux installations de méthanisation. Pour info, on intervient sur tout type de méthanisation. Donc, ça peut aller d'un agriculteur à une méthanisation sur une station d'épuration. Genre, pour l'instant, on est sur celle de Toulouse, par exemple. Donc, voilà, c'est des gros bébés. Et on peut aller faire des petites installations également sur tout le territoire français. Je vous ai laissé mes coordonnées en bas, en sachant que je suis la porte d'entrée à Socotec pour toutes vos demandes. Et après, moi, j'aiguille en interne pour voir sur quel secteur vous êtes géographiquement, pour savoir qui c'est qui pourra prendre en main votre demande. Merci Aurélien. Vous êtes dans le timing. Parfait, merci. On va passer à la société Valogreen. Donc, je vais demander à David Gilleron de nous rejoindre. On n'entend pas, votre micro n'est pas activé. Bonjour à toutes et à tous. Merci aux organisateurs de me donner la possibilité donc, de présenter Valogreen. Donc, moi, je suis David Gilleron, je développe des projets de méthanisation sur tout le secteur est de la France, dont la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, du coup, je vais présenter un petit peu la société Valogreen dans son ensemble et puis faire un focus sur la gamme de produits qu'on propose chez Valogreen. Donc, le métier de Valogreen, c'est quoi? C'est d'être concepteur et constructeur français d'unités de méthanisation de biogaz agricole. Donc, c'est une société qui a été créée en 2012. Et l'objectif principal de Valogreen, c'est de monter des projets de méthanisation et de rendre la méthanisation accessible aux fermes françaises. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut proposer des installations de méthanisation en autonomie sur les installations existantes. Et donc, je montrerai un peu les typologies de projets qu'on peut accompagner chez Valogreen sur ce type d'installation.
Donc, comme je le disais, c'est une structure qui est 100% française, qui est indépendante financièrement parlant et qui est familiale puisqu'il y a un cœur dirigeant qui est familial. Donc, au niveau de l'humain, chez Valogreen, donc on a une équipe d'experts de 20 salariés. Et l'objectif, c'est d'accompagner les porteurs de projets, donc en général, ce sont des agriculteurs, sur l'ensemble des démarches de développement du projet, c'est-à-dire depuis la phase de réflexion jusqu'à la phase de mise en service de l'installation. C'est possible d'abord. Voilà. Donc, en termes d'installation, Valogreen fait 8 millions de chiffres d'affaires à l'année et on fait entre 5 et 10 chantiers par an. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'en termes d'implantation, donc actuellement, on a 35 sites en fonctionnement chez Valogreen qui sont essentiellement répartis, on va dire, sur le fer à cheval laitier français, c'est-à-dire sur les zones laitières, puisque, on va dire, plus de 80% de nos clients sont des éleveurs laitiers. En termes de typologie d'installation, ce sont des installations donc, qui sont en termes de puissance en général inférieures à 160 kW en cogénération. Donc, ce sont des petites unités de méthanisation. Et au niveau des implantations, donc on a 2 implantations, des bureaux à Asnières et une base logistique et maintenance avec du stock de pièces à 3. Enfin, à Saint-Thibault dans l'eau, exactement. On peut passer au slide suivant. Donc là, j'ai voulu un petit peu différencier les gammes d'installations qu'on peut accompagner chez Valogreen. Donc, on va démarrer à 50 kW en cogénération jusqu'à 250, 450 kW et à 60 normomètres cubes en injection de biométhane dans le réseau. Donc, la gamme est assez large, mais on peut se positionner sur des projets de petite taille. Donc, je montrerai un peu qu'est-ce qu'un projet de petite taille. Quel est le socle commun de ces installations? Donc, ça va être des digesteurs qui sont soit en béton, soit en acier inoxydable. Donc, ça, c'est la base. Et on va travailler avec 0 mécanique dans le digesteur. C'est-à-dire que l'agitation va se faire uniquement via un système d'aspiration-refoulement de pompe. Et donc, on va avoir une disponibilité sur l'outil de brassage, ce qui va permettre d'avoir une disponibilité de l'outil maximale. Donc, ça, c'est un gros point d'avantage de la gamme Valogreen. Et deuxième chose, c'est qu'on va bien préparer la matière via une fosse d'incorporation. Donc, ça veut dire que tous les intrants vont transiter via une fosse d'incorporation. Le mélange va se faire, va commencer à se dégrader dans cette fosse et va être pompé et incorporé dans le digesteur. Et si on a incorporation de fumier, donc des brins longs, on va avoir un piégeage des indésirables à la fois dans cette fosse et via un système de broyage et de piège à cailloux. Voilà, ça c'est le grand socle, on va dire, de la gamme Valogreen sur les unités de méthanisation. L'objectif, c'est d'avoir des investissements qui soient raisonnés, un entretien qui soit faible et des unités qui soient robustes avec une équipe proche de vous. Il vous reste une minute, David. Oui, parfait. Donc, la dernière slide, c'est juste pour vous donner donc, les grandes typologies de projets. Je vais juste me focus sur, on va dire, la gamme en 100 kW. Donc, à titre informatif, par exemple, une 80 kW en cogénération, c'est 20 normomètres cubes d'injection. Donc, c'est des petites installations. Donc, par exemple, qu'est-ce que doit apporter une ferme pour produire 100 kW d'énergie, 8000 heures par an? C'est 3000 m3 de lisier, 1000 tonnes de fumier, 12 hectares de maïs, 30 hectares d'ensilage. Ça veut dire qu'à l'année, on met 5300 tonnes. Pour un coût d'investissement total d'installation, là j'englobe tout, hein, le stockage amont, le process et le stockage aval, d'environ 800 000 €. Un chiffre d'affaires de 176 000 €, des charges estimative à 82 400 €, sachant qu'on va dépendre bien sûr des installations, et ce qui nous fait en gros 39 000 € de revenus nets à la fin sur les 18 ans de projet. Et là, l'hypothèse de financement, c'est 10% d'autofinancement et pas de subvention. Donc voilà, l'idée, c'est d'avoir des unités qui soient simples, avec peu d'emprise au sol, 30 mètres par 30 mètres, c'est suffisant, et avec peu d'entretien pour l'exploitant, et en général, c'est un exploitant agricole. Donc voilà, vous pouvez me contacter si vous avez ce genre de projet ou si vous êtes intéressé par cette gamme. Merci David. Parfait. Hop. On va laisser la place à la société Tanaga Énergie. Je vais demander à Frédéric Pastre de nous rejoindre. Frédéric? Oui. Il faut débrancher. Ma vidéo est, semble-t-il, contrôlée de votre côté. Ah,
m'annonce D'accord. que c'est vous qui l'avez stoppé. C'est bon? Ben, on va voir ça tout de suite. C'est bon. Ouais, très bien. Parfait, Parfait. merci. Bonjour, je suis Frédéric Pastre. Je vais vous présenter la société Tanaga, qui a été créée en 2016, qui est une société indépendante détenue par ses dirigeants associés, qui partagent une compétence très complémentaire sur collecte et traitement de déchets, production et valorisation du biogaz et du biométhane et services aux collectivités. Nous sommes basés à Lyon, nous sommes membres du pôle Accéléra et nous avons un fort ancrage loriental puisque 60% des gens qui participent à la constitution de notre installation, qui sont donc nos fournisseurs et nos bureaux d'études associés sont en région Rhône-Alpes et plus de 90% sont français. Notre objectif, c'est le développement d'une solution technique innovante de valorisation biologique des déchets, qui est issue de notre R&D et qui a fait l'objet d'un fort support, notamment au niveau de la région, depuis le début, à la fois au niveau du concept. Ensuite, on a été lauréat de plusieurs concours d'innovation au niveau de la R&D, des démonstrateurs et maintenant de l'application, sous forme de la création de 2 sites pilotes qui sont aussi soutenus par la région et par Lyon Métropole. Slide suivante. Slide suivante, s'il vous plaît. Notre métier, c'est la conception. Non, excusez-moi. C'est celle-là, hein? Deuxième, oui, c'est bon. Ouais, c'est bon. Donc, nous sommes spécialisés dans une technologie qui est la valorisation biologique, qui permet d'associer en fait une digestion bactérienne anaérobie avec le suivi d'une digestion aérobie. Donc, en fait, une méthanisation avec compostage du reliquat en voie solide, donc pour tous les gisements supérieurs à 25% de matière sèche, c'est-à-dire précisément ceux qui aujourd'hui sont un petit peu délaissés parce que le parc fonctionne principalement en voie liquide, et selon un procédé qui est très connu, qui s'appelle le mode bioréacteur, qui est en opération, notamment dans certains sites de stockage d'ordures ménagères ou dans d'autres installations en voie sèche. Nous avons choisi un traitement discontinu par l'eau qui fait qu'on peut avoir un suivi individualisé de chaque lot en fonction des caractéristiques des intrants. Donc, nous faisons aussi, et c'est intégré dans notre solution, une analyse des intrants par spectrographie infrarouge à l'entrée. Et c'est un mode de traitement qui est particulièrement bien adapté pour la codigestion des biodéchets en mélange. Donc, pour les collectivités, ça offre plusieurs avantages qui sont de pouvoir combiner la valorisation énergie et la valorisation matière, compost et biogaz, qui sont souvent un petit peu opposés. Donc, nous, on résout ce conflit d'usage. Un élément très important et qui est spécifique à notre installation, c'est que compte tenu de notre maîtrise des procédés, en fait, on a un effet, ce qu'on appelle l'effet courseur, c'est-à-dire qu'on peut adapter le traitement exactement à l'objectif de la collectivité territoriale selon qu'elle préfère avoir plus de compost ou au contraire plus d'énergie, c'est-à-dire une meilleure rentabilité de l'installation. Et ça, c'est discuté à l'origine et c'est tout à fait faisable, sachant que dans tous les cas, on composte au moins 40% à 45% de la... Excusez-moi, c'est l'inverse. On méthanise au moins 45% de la biomasse des intrants, puisque c'est de toute façon ce qui serait parti sous forme de CO2 et de vapeur d'eau dans une plateforme de compostage. Donc, jusqu'à 45%, on peut sortir ensuite le même volume de compost, tout en ayant ajouté une étape de valorisation énergétique très intéressante. Évitement des digestats liquides, et pour cause, puisqu'on fonctionne en voie solide. Valorisation des déchets organiques solides non valorisables par les digesteurs classiques, c'est ce que j'évoquais, notamment dans cette logique de codigestion où on incorpore des éléments structurants qui ont un faible potentiel méthanogène, mais qui aident à valoriser le potentiel méthanogène des autres éléments type biodéchets qui sont un petit peu pâteux. Et une combinaison d'efficacité énergétique et de maîtrise des coûts qui amène à un équilibre budgétaire bien meilleur que toutes les solutions état de l'art aujourd'hui qui sont assez peu satisfaisantes vues par les collectivités en termes de coûts. Eric, il vous reste 45 secondes. Alors voilà, notre solution permet la création d'une économie circulaire territoriale avec l'installation que vous voyez ici, qui est la visualisation de notre installation, donc semi-enterrée avec 10 compartiments bioréacteurs fonctionnant en voie solide et une capacité de 12 000 tonnes à 48 000 tonnes selon le nombre de modules qu'on associe dans une même unité.
Merci Frédéric. Merci. Il y a encore une slide, mais Oui, je pense qu'on arrive. Oui, c'est pas grave. C'est une copie de notre site internet, donc vous pouvez la retrouver sur le site internet avec les explications. Très bien. Merci. Merci. On va passer à la société Magma Énergie. Je vais demander à Thierry Gahamani de prendre la parole. Je vais vous réactiver le micro. Bonjour, est-ce que tout le monde m'entend bien? C'est bon. Oui, ok, bonjour. Merci effectivement aux organisateurs qui nous permettent un peu d'être en relation avec les autres, les uns les autres, malgré les événements. Donc, je vais vous présenter Magma Énergie. Magma Énergie, c'est quoi? C'est la première centrale d'achat dédiée aux producteurs des énergies renouvelables. Donc, l'idée, effectivement, c'est de pouvoir regrouper plusieurs besoins de plusieurs installations pour avoir des conditions intéressantes, à la fois pour le porteur de projet et puis à la fois pour le constructeur ou l'équipementier derrière qui va fournir l'équipement. Nous sommes une entreprise à mission, on est basé à Troyes, dans l'Aube, et nous sommes effectivement soutenus par tous les partenaires que vous allez voir en bas. On peut passer au suivant. Donc, l'idée, effectivement, notre idée, c'est de pouvoir accompagner une unité de méthanisation sur toute la durée de vie de son existence. On va partir en amont sur l'achat groupé des systèmes d'épuration. En gros, là où un projet, effectivement, peut acheter un épurateur, nous, l'idée, c'est d'en acheter 5, 10 à la fois pour dire, le fournisseur, il va faire des économies d'échelle en achetant 10 conteneurs, et, 300 membranes, même si derrière, la configuration ne sera pas les mêmes. Mais l'idée, c'est que ces économies qu'on génère de l'autre côté puissent ruisseler derrière au producteur, donc à l'agriculteur qui va s'investir dans la méthanisation. Pour ceux qui cherchent aussi la partie financement et assurance aussi, on les permet de les accompagner à son sens. Là aussi, c'est pour dire l'argent, on peut trouver l'argent, mais après l'idée, c'est d'avoir l'argent qualifié. C'est l'argent qui va vous permettre de viabiliser votre projet, de le rendre crédible aux yeux de la population et puis d'autres parties prenantes de l'autre côté. Donc ça, c'est ce qu'on va essayer de réaliser. Et puis, pour les unités qui sont en fonctionnement, tout à l'heure, on en parlait, effectivement, l'énergie constitue quand même l'une des coûts importants des OPEX, de la partie méthanisation. Donc, l'idée, c'est d'effectuer effectivement avec nos partenaires les achats groupés d'électricité et faire des optimisations nécessaires. Pour les unités aussi qui sont encore en exploitation, l'idée aussi de les accompagner pour l'achat de tout type de consommables que vous pouvez avoir besoin sur une unité de méthanisation. Ça peut aller effectivement du charbon, de l'hydroxyde, des pompes, des agitateurs, des trémies. Bien sûr, tout ça avec des conditions préférentielles parce qu'on achète en groupé, puis c'est notre cœur de métier. On peut passer au suivant. Donc, l'idée, comme vous l'avez vu, c'est vraiment, on s'inscrit dans la trajectoire de la PPE de réduction des coûts des productions des énergies renouvelables à qualité équivalente. J'insiste beaucoup sur la qualité parce que derrière, même quand on va comparer les prix, l'idée, c'est aussi d'accompagner le porteur de projet en disant, projetez-vous dans 15 ans. Même si l'équipement, vous allez peut-être l'acheter moins cher aujourd'hui, mais dans 15 ans, voici ce que ça vous coûte et puis voici ce que ça peut vous rapporter. Donc, choisissant toute connaissance de cause. L'idée, c'est qu'actuellement, donc, on a pu accompagner quand même une centaine d'installations en France et puis une partie en Suisse aussi. Et puis, aussi bien dans la partie exploitation que dans les nouveaux projets. Les nouveaux projets, sur une dizaine, effectivement, d'épurations actuellement. Donc, on va travailler aussi sur tout type de consommables que vous avez besoin, en termes de charbon actif, en termes d'hydroxyde de fer, et puis tout type d'équipement comme les pompes. Pour aller encore plus loin, effectivement, Magma Énergie aussi a innové. On peut passer au diapo suivant. Effectivement, nous lançons actuellement donc, la première place de marché dédiée à la méthanisation. Donc, effectivement, c'est un site web, mais donc sur un support digital qui va permettre effectivement à l'offre
donc tous les offreurs de solutions, les constructeurs, des équipementiers, qui vont fournir les solutions, de pouvoir être en relation avec des porteurs de projets qui sont, eux, à la recherche de ces solutions. Actuellement, donc, nous avons identifié 580 installations, avec 200 méthanisations avec lesquelles nous sommes en place. L'idée, c'est de mettre en place ce système pour que si une innovation sort effectivement par un fournisseur, puisse être visible immédiatement auprès de tous ces méthaniseurs. Donc, c'est un projet qui est en cours de lancement, qui est soutenu aussi par les chambres d'agriculture, le Polyair et puis la région Grand Est. Donc là, en dessous, vous allez retrouver nos coordonnées, puis n'hésitez pas aussi à pouvoir échanger avec nous pour avoir plus d'informations sur notre démarche. Bon, en tout cas, nous, on croit que l'union fait la force et puis nous appartient de transformer tous ces essais. Merci beaucoup. Merci Thierry. Je vais laisser la main à Julien. Il doit y avoir quelques questions dans le chat. Oui, je vais lire 2 questions et puis après, si d'autres personnes veulent prendre la parole pour poser une question. Donc, question pour Nénuphar. Une première, c'est quel est l'ordre de grandeur de coût pour vos solutions? Et la deuxième, c'est est-ce que ça s'installe sur des installations existantes ou est-ce que ça peut être prévu directement en avant-projet? Alors, j'ai pu activer mon micro, mais je n'ai pas réussi à activer ma vidéo. Voilà. Donc, en tout cas, ça n'empêche pas de répondre aux 2 questions. Donc, merci pour ces questions. Donc, la première, aujourd'hui, on peut fournir des couvertures et on en a installé entre 10 mètres et 35 mètres de diamètre. On peut même aller au-delà en dimensionnement, mais de 10 mètres à 35 mètres de diamètre sur une unité de méthanisation où on va transférer du gaz uniquement, c'est un budget qui va être compris entre 35 000 et 90 000 euros. Et si on est sur les projets plutôt à la ferme, où là, on va chercher à juste, à partir du gaz, produire de l'eau chaude, on est donc sur un équipement couverture de fosse, ligne biogaz et chaudière biogaz. On est sur des investissements compris entre 80 et 110 000 euros. J'espère répondre à la question. Et la deuxième question, donc en fait, on a une diversité de projets vis-à-vis de ce qu'on peut dimensionner. Je démarre ma vidéo. Hop, ouais, voilà. On installe des nénuphars, soit effectivement, ils sont prévus dès le démarrage de la réflexion du projet. Et on a, souvent c'est le cas, un monodigesteur qui est prévu avec le constructeur de méthanisation et on transforme dès le départ finalement la fosse de stockage de digestat en espèce de post-digesteur non chauffé en prévoyant la couverture nénuphar dès le départ. Soit on a vraiment des installations qui fonctionnent depuis plusieurs années, parfois assez complexes dans leur procédé. Je pense à un exemple en particulier où on a une fosse d'hydrolyse, un digesteur, un post-digesteur, une séparation de phase, et c'est la fosse stockant du digestat filtré qu'on vient couvrir d'un nénuphar. Et là encore, on peut récupérer plus de 100 mètres cubes de biogaz par jour. Et voilà, pas nécessairement parce qu'il y a eu un problème de dimensionnement, puisque ça apparaissait dans la question, mais parfois même bien dimensionné, on sait toujours qu'il peut toujours y avoir du résidu, de matière organique. On est sur des systèmes d'alimentation en continu, brassés, donc c'est pas du digestat que vieux de 120 jours qui arrive dans la fosse de stockage, c'est un mélange. Donc on peut encore avoir du résidu, du méthane résiduaire à capter. Mais évidemment, un nénuphar trouve bien sa place sur des installations. On a eu une montée en charge et effectivement, on apporte du substrat supplémentaire par rapport à la réflexion de base, qui fait qu'on a une réduction du temps de séjour globalement des matières dans les digesteurs post-digesteurs, et un nénuphar trouve d'autant plus sa place en bout de chaîne dans des évolutions d'installations de ce type. Merci Aurore. On a une question pour Tanaga. Est-ce que l'unité qui est présentée dans votre slide, est-ce qu'elle existe ou est-ce que c'est une visualisation d'une future installation? Frédéric? Qui était… Vous pouvez lancer votre caméra. Non, on vous entend pas, voilà, c'est une sur la base du protocole. On ne vous entend pas, Frédéric. Non, le son, ça ne marche pas.
Vous m'entendez mieux? Allez-y. Ah, là, c'est mieux, oui. Allez-y, oui. Allô, vous m'entendez? Vous me voyez? Oui, oui. Désolé, de mon... On vous entend très mal. Ouais, c'est pas. En Vous avez attendant, entendu si vous voulez, si vous avez d'autres questions, je vais prendre vos autres questions. Vous pouvez lever la main ou ouvrir votre micro, puisqu'on n'a plus de questions par écrit. Pas de questions? Moi, j'avais une question, mais elle est pour Tanaga. Donc, je voulais comprendre juste les biocompartiments. Là, chaque compartiment d'unité est bien en lien avec une des phases de la méthanisation, c'est-à-dire avec une des phases de la réaction de méthanisation. Non, chaque compartiment fait l'ensemble de du phase. Le digestat, enfin les intrants restants statiques dans l'installation. Et donc, on pilote chaque cycle séparément du début à la fin dans chaque compartiment et on fait un vidage par engin à la fin du traitement de ce lot. Donc, c'est un traitement de l'ordre de 3 mois environ, chargement, déchargement compris. Et Frédéric, la question précédente, c'est est-ce que l'unité qui était présentée dans votre présentation, pardon, est-ce qu'elle existe ou est-ce que c'est juste une visualisation? Alors, c'est une visualisation avec un logiciel d'architecte du plan AutoCAD qui va servir à la réalisation du site pilote de la vallée de la Chimie, qui est notre premier site pilote à Saint-Fond dans le Rhône. Et qui est prévu pour être mis en service? On espère fin 2022, début 2023. C'est surtout une question de déblocage des financements maintenant. Très bien, merci. Il y avait un complément par David Gilleron de Valogreen qui précisait qu'avec l'évolution de la réglementation ICPE, la couverture des fosses à digestat est obligatoire et donc une couverture nénuphar peut permettre de rendre ce surinvestissement productif par la production complémentaire de biogaz. Est-ce que vous avez d'autres questions? Profitez-en, tant que nos présentateurs sont là avec nous. Pas de questions complémentaires? Bon. J'avais une question éventuellement encore, Guillaume, Quacadant, par rapport à l'entreprise sur le design to value. Je ne me souviens plus exactement son nom. Voilà, je voulais savoir, est-ce que le secteur, la filière méthanisation, fait partie d'une part importante de son portefeuille client aujourd'hui? Bonjour, merci pour votre question. Alors aujourd'hui, on débute depuis le mois de mars seulement sur la partie accompagnement des entreprises, sur la partie formation. Et là, on a une dizaine de projets en cours. Donc, ça ne représente pas la majeure partie de notre activité puisqu'on est, notre cœur de métier est principalement sur les industries qui font de la conception et de la fabrication de produits. Mais effectivement, c'est un nouveau secteur pour nous qui s'ouvre avec de nouvelles perspectives assez intéressantes pour aller justement aider les porteurs de projets, les constructeurs, les équipementiers à aller gagner les 30% jusqu'à 50% attendus en fonction des projets qui nous sont soumis. Peut-être petite question complémentaire, Anne-Isabelle, est-ce que vous pourriez nous citer quelques-uns de vos clients dans la méthanisation que vous accompagnez justement dans cette démarche Design to Value? Alors en fait, les noms sont confidentiels pour l'instant, donc je ne peux malheureusement pas vous les dévoiler. Je suis désolée, mais c'est vrai que c'est sur toute la chaîne de valeur, en tout cas, effectivement, équipementiers, constructeurs, exploitants. Donc exploitants aussi, ce n'est pas que les gens qui… Ok. On a une dizaine de missions en cours et c'est vrai que tant que les missions sont en cours, on ne s'autorise pas à communiquer sur nos clients. Merci.
Y a-t-il d'autres questions par écrit ou prenez directement la parole? Il nous reste 2 minutes. Bon. Pas de questions complémentaires? A priori, non. On va enchaîner sur les rendez-vous B2B qui vous attendent à partir de 15h15. Je vais laisser Quentin Bonnefoy de TNR10, Quentin, présenter un petit peu les modalités de ces rendez-vous pour que vous puissiez avoir les éléments à disposition. Je vais t'activer la caméra, Quentin. Oui, pas de problème. Bonjour à tous, merci à tous pour votre participation et merci aux pitchers pour ces pitchs et ces interventions de qualité. Donc, comme vous savez tous, on enchaîne sur les rendez-vous B2B à 15h15. Vous avez tous les participants qui ont des rendez-vous confirmés, vous avez reçu un email là, de confirmation. Vous retrouvez de toute façon votre agenda et vous retrouvez toutes ces informations sur la plateforme de rendez-vous. Donc, c'est la même plateforme que vous avez utilisée pour prendre vos rendez-vous. Comme expliqué dans les mails que vous avez reçus, les divers mails. Vous vous connectez à cette plateforme, la plateforme pour les rendez-vous, et chaque rendez-vous se lancera à l'heure dite et apparaîtra à droite. Vous n'aurez qu'à rejoindre votre rendez-vous. Donc, merci à tous d'être à l'heure au rendez-vous que vous avez planifié, qui apparaît sur votre planning, d'être à l'heure par respect évidemment pour l'autre participant. Et donc, vous avez jusqu'à 12 rendez-vous de 15h15 à 18h15. C'est des rendez-vous de 15 minutes. Et donc, en fonction de votre planning, d'être présent aux heures dites. Voilà, merci à tous et on se retrouve pour les B2B. Et puis sur ce lien, on va pouvoir se dire au revoir parce qu'on ne reprendra pas la parole à la fin des B2B. Donc, on va vous remercier une nouvelle fois d'avoir assisté à cette journée qu'on aurait préféré faire en physique. Mais on a la chance de pouvoir avoir un plan B avec cette forme digitalisée. Donc, ce qu'on disait, on vous donnera rendez-vous en 2023 pour la prochaine journée régionale méthanisation. Et en attendant, en 2022, on aura la chance d'accueillir la 10e convention d'affaires du biogaz et de la méthanisation, de Biogaz Vallée et du pôle IAR. Et donc, ça sera à nouveau à Saint-Étienne les 29 et 30 novembre. En attendant, voilà, tous les acteurs d'Ambition Biogaz 2023 sont à votre disposition pour continuer à faire vivre cette belle filière. Merci. Merci à tous. Merci aux pitchers. Merci à tous.